On va parler RSE maintenant sur le salon VSPAC. On est avec Sophie Gourbarimbaud, vous êtes directrice environnement chez ENSI. Vous êtes intervenue tout à l'heure sur une conférence pour nous présenter justement l'engagement d'ENSI en matière de RSE. Vous pouvez un petit peu nous dire comment ENSI s'est engagé et depuis combien de temps s'est engagé dans cette démarche? Alors, l'engagement d'ENSI est très ancien, puisque dès les années 90, en fait, on a créé une commission environnement avec la création du groupe, de la création de la direction environnement du groupe LVMH à l'époque. Et on a été la première maison au monde à être certifiée ISO 14001. Première maison au monde alors. À être certifiée 14001, vous savez, c'est la certification environnementale en 1998. Donc l'engagement est très ancien. Mais cet engagement, il a évolué parce que cet engagement, il était très centré sur l'entreprise au début. Et l'idée, c'est vraiment maintenant d'être exemplaire et d'influer sur l'ensemble de la filière vers une excellence environnementale. Quelles sont les trois stratégies, en fait, les trois points clés que vous mettez en place à l'heure actuelle? Alors, 3 points clés, je dirais. En fait, on a C'est deux. trop réducteur? Ouais, c'est peut-être trop réducteur. J'ai toujours du mal à trouver. Alors après, on a vraiment deux pôles dans la démarche de développement durable. Un pôle vraiment environnemental, préserver et enrichir nos écosystèmes, et un pôle sociétal sur développer nos communautés, que ce soit nos salariés, les communautés à travers le monde, et ce qu'on appelle les artisans du cognac, c'est-à-dire l'ensemble de notre écosystème cognacé. Et après, dans ces piliers-là, voilà, les 3 pôles vraiment importants pour moi sur la partie environnementale. Bien sûr, l'agroécologie. Comment on fait du raisin de qualité et en même temps en respectant la nature. Ça, c'est le point important. Notre engagement vers la forêt, très important pour nous parce que effectivement, le cognac révèle ses qualités organoleptiques au contact du bois du chêne. Et dernier point, et pas des moindres, tout ce qui est carbone, eau et circularité. Donc vous aviez un maître mot tout à l'heure lors de la conférence, c'était sobriété. Comment cela se concrétise-t-il? Alors ça commence de façon très simple par des diagnostics. En fait, il faut d'abord connaître, et pour connaître, il faut compter. Et donc comment on commence une démarche environnementale que ce soit en énergie, en eau. En fait, il faut mettre des compteurs. Il faut être capable de relever ces compteurs et de faire des diagnostics, savoir d'où on part pour savoir s'améliorer. Donc en fait, ça passe on a mis en place des milliers de compteurs depuis, on a mis en place des analyses et depuis maintenant 3 ans, on a quelqu'un qui analyse en permanence les datas et qui prévoit les consommations à l'avance et voir s'il y a des dérives, comment on peut faire, et puis bien sûr des nouvelles technologies, des alternatives. Oui, les actions concrètes ces dernières années, par exemple, c'est au cours de l'année 2024-2025, quelles sont les actions concrètes que vous avez mises en place? Alors après, c'est des actions des fois très techniques de changement par exemple, de récupérer de la chaleur sur des compresseurs. Ça peut être de mettre en place des démarrages progressifs. Après, je vais rentrer dans des choses un peu techniques, mais c'est important d'avoir des ingénieurs qui sont très spécialisés dans la partie technique. Ça peut être des réglages, juste des réglages très simples sur la sobriété énergétique. De ne pas dépasser certains degrés de consigne, d'intervenir très vite, de vérifier que tout ce qui est les fluides, il n'y a pas de fuite, enfin tout un tas de sujets. Vérifier par exemple les fuites d'air. Vous entendez un pchit, ça génère beaucoup d'énergie qui est perdue. Mais ça se mesure tout ça? On arrive à mesurer? Oui, on sait qu'on a, par exemple, sur l'énergie, on a déjà diminué de quasiment 20% depuis 2019, par exemple, si je donne des exemples récents. Et quels sont les engagements que vous allez prendre maintenant à plus long terme? Depuis notre engagement en 2002, on a déjà quasiment divisé par 2 notre empreinte carbone. Vous avez dit tout à l'heure que vos camions roulaient en fait avec vos propres déchets, c'est ça? Alors, une partie roule avec des biocarburants de seconde génération qui sont issus du repeinturage de nos pots de raisin. Et une autre partie avec des biocarburants de seconde génération issus plutôt du recyclage des huiles. Voilà. On n'a plus de carburants fossiles par contre. Sur l'eau, par exemple, vous avez des défis à Alors sur l'eau, vous c'est fixer, ouais. ce que je voulais faire passer comme message. L'eau arrive avant le carbone. On est dans une région où il y a eu des arrêtés sécheresse. On est soumis à des aléas climatiques importants. Et donc il faut prendre conscience qu'on doit mettre en place des choses, de l'adaptation au niveau de l'eau. Donc c'est pareil, du comptage, de la sobriété, toujours pareil, de la chasse aux fuites, voilà, et des matériaux innovants, ce qu'on appelle des circuits fermés. En fait, sur l'eau, on n'est pas obligé de consommer de l'eau, on peut l'utiliser en circuit fermé. Tout un tas de choses qui font qu'on va réduire notre prélèvement en eau. C'est nouveau, ces questions sur l'eau. Donc, on accompagne nos partenaires à se soit vers l'eau, va connaître leur prélèvement, vers la décarbonation. Par exemple, on a organisé des petits déjeuners carbone pour les aider avec l'ADEME, avec la coopérative carbone de La Rochelle, pour les aider à mettre en place eux-mêmes leur bilan carbone et la décarbonation. En fait, c'est de donner des outils, accompagner. On est vraiment dans cette logique d'accompagnement de nos partenaires. C'est un accompagnement, j'allais dire technique, ou un accompagnement financier? C'est un accompagnement avant tout technique.
vers de la décarbonation, de l'eau, enfin tout un tas de choses comme ça, et qui peut, dans certains cadres de projet, aussi être accompagné par de l'accompagnement financier. On voit pas mal de fournisseurs qui ont vraiment adopté soit des nouveaux modes de production. Je pense à Verallia avec son nouveau four électrique, qui est un exemple de décarbonation majeure, ou bien nos partenaires distillateurs qu'on aide financièrement dans la décarbonation pour l'utilisation de biométhane en distillation. Nous sommes sur le salon VSPAC, donc avec de l'innovation au niveau emballage. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous prenez en compte au sein de NC? Alors bien sûr, et je pense que le meilleur exemple, c'est que depuis 3 ans, on a un poste qui a été créé dans ma direction, qui est un poste de chef de projet éco-design. C'est la personne qui est chargée d'encadrer l'ensemble de ces choses. Pour chaque nouveau développement de packaging, on donne une note, on appelle IPE, indice de performance environnementale de ce packaging. Il y a un accompagnement de l'ensemble des équipes. Alors, on parle de formation à l'éco-design, d'analyse de cycle de vie, d'un certain nombre de choses, avec un ingénieur qui est spécialisé dans les matériaux, qui est spécialisé en éco-design. Et donc les exemples, j'ai parlé de certains nombres d'exemples qu'on peut citer, comme le VSOP Upgrade, qui a moins que 4% de carbone, qui a une grosse suppression de plastique, qui utilise que des papiers FSC-PEFC, 100% recyclables. Voilà, des exemples, ou alors des exemples sobres, où juste c'est un changement d'une étiquette qui peut faire la différence. Et on peut aller très très loin là, justement dans ces nouvelles technologies. Et ça veut dire, est-ce qu'on met moins également de packaging autour? Est-ce qu'on va plus vers plus de sobriété aussi? Ou c'est vraiment l'innovation au niveau des matériaux? Ça peut être dans l'ensemble des directions. Ce qui est compliqué, c'est l'attente des marchés qui est des fois un peu déconnectée. Donc il faut accompagner des fois certaines choses et où c'est pas forcément les attentes. Les attentes par exemple des Nordiques ne sont pas celles que pourraient avoir des attentes d'Asiatiques. Donc en fait c'est vraiment pouvoir répondre à ces questions, à ces attentes de consommateurs, tout en allant vers des matériaux moins impactants, 100% recyclables, etc. Vous avez également mis en place ce que vous appelez le refill. Oui. Expliquez-nous un petit peu en quoi cela consiste. L'idée, c'est de garder pour certaines catégories très rares et très précieuses, en fait, avec des emballages qui peuvent être pour le coup plus impactants, plus lourds, qui sont faits par des designers, qui sont en fait des œuvres d'art. Il y en a certaines qui sont exposées à New York, par exemple au MoMA. Et donc, en fait, c'est proposer de re-remplir la bouteille chez le client. Donc avec vos produits? Avec nos produits, avec un outil qui permet d'éviter toute altération organoleptique, la création de bulles pour éviter tout ça, et qui permet justement de garder cette bouteille ou des fois même cet emballage un peu unique. Vous pouvez nous en décrire une, par exemple? Par exemple, c'est la carafe Richard, je pense, pour la maison NC, par exemple. Merci beaucoup.